On a tous déjà lu des livres d'histoire. Mais imaginez un instant, un livre qui raconte la naissance de toute une nation et qui n'a pas été écrit par un historien. Non, il a été écrit par un roi. C'est cette histoire-là, cette histoire incroyable, qu'on va explorer aujourd'hui à travers un ouvrage vraiment unique qui nous vient du Togo. Et le voici, cet ouvrage. Alors, à première vue, on pourrait se dire, bon, c'est un livre d'histoire, quoi. Mais en réalité, ces pages cachent quelque chose de bien plus profond. C'est une véritable enquête sur ce qu'est la mémoire, sur l'identité, et au fond, sur la manière même dont on écrit l'histoire. Alors, avant de plonger dans le récit lui-même, il faut qu'on s'arrête une seconde sur l'auteur. Parce que qui est cet homme si particulier qui a décidé un jour de prendre la plume pour fonder l'histoire de son peuple? Eh bien, il s'agit de Fio Agbanon II. Son vrai nom, c'était Ambroise Kani-Folé. Il est né en 1898 au sein même de la famille royale de Glidji. En 1929, il devient Fio, c'est-à-dire roi, et il va régner pendant 43 ans. Mais attention, ce n'est pas juste un monarque. C'est aussi, et c'est crucial, un nationaliste, un homme très actif dans la lutte pour l'indépendance du Togo. Et c'est vraiment dans ce contexte, ce bouillonnement politique, qu'il va décider d'écrire son livre en 1934. Et il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. En 1934, ce geste est carrément révolutionnaire. C'est la toute première fois qu'une personnalité togolaise prend la plume pour raconter sa propre histoire, et en plus, en français. En fait, il reprend le contrôle d'un récit qui, jusque-là, était complètement monopolisé par les administrateurs coloniaux ou les missionnaires. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il raconte, ce livre? Eh bien, préparez-vous parce que le roi nous plonge dans une véritable épopée. Un récit dramatique qui parle d'exil, de trahison, mais aussi de renaissance. Alors, pour bien comprendre, regardons cette carte. Tout commence ici, au XVIIe siècle, dans ce qui est aujourd'hui le Ghana, sur ce qu'on appelait à l'époque la Côte de l'Or. On est au cœur d'un royaume très puissant, le royaume Ga. C'était un vrai carrefour commercial, un centre politique super important à l'époque. Et au cœur de cette histoire, il y a un drame, une trahison. Ce que le roi Agbanon raconte, c'est comment les propres chefs militaires du royaume Ga ont comploté. Ils se sont alliés avec leurs pires ennemis, les Akwamu, pour se retourner contre leur propre roi, Okaïkwe. À partir de là, tout s'enchaîne très vite, et de manière tragique. Le roi Okaïkwe, voyant la défaite et surtout la trahison de ses propres généraux, se donne la mort. C'est le début de l'exode. Plusieurs princes royaux, avec à leur tête un certain Foli Bébé, doivent fuir. Ils partent vers l'Est, en emportant avec eux les tabourets sacrés, les symboles de leur pouvoir. Et ce long voyage va les mener, aux alentours de 1680, à fonder un nouveau foyer, un nouveau royaume, Glidji, dans l'actuel Togo. C'est une histoire incroyable, n'est-ce pas? Mais l'histoire de ce livre, elle, ne s'arrête pas là. Parce que des décennies plus tard, en 1991 pour être précis, des historiens, des vrais, se sont repenchés sur ce texte. Et là, ce qu'ils vont découvrir, eh bien ça change absolument toute la perspective. Forcément, une question se pose. Est-ce que cette épopée, aussi belle soit-elle, est factuelle? Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Et c'est là, croyez-moi, que ça devient passionnant. En fait, on se retrouve avec deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a le récit du roi Agbanon, c'est une histoire d'origine, un récit héroïque, clairement conçu pour unifier un peuple. Et de l'autre côté, on a l'analyse critique des historiens de 1991. Eux, ils découvrent que le récit est en fait un assemblage qui mélange la tradition orale avec des sources écrites européennes et qu'il y a pas mal d'écarts et d'oublis stratégiques. Et ça met en lumière un phénomène super intéressant en histoire qu'on appelle une boucle de rétroaction ou un feedback. C'est un peu un casse-tête. En gros, Agbanon II a beaucoup utilisé un livre écrit en 1895 par un pasteur. Mais il a présenté les infos de ce livre comme si elles venaient de la pure tradition orale de son peuple. Et le truc dingue, c'est que des années plus tard, quand des chercheurs sont allés sur le terrain pour collecter les traditions orales, les anciens leur ont raconté les histoires qui venaient du livre d'Agbanon. C'est fou, non? Une source écrite est repartie dans l'oralité, elle est redevenue une tradition orale. Prenons un exemple très concret pour voir la différence. Dans son livre, Le roi Agbanon, en se basant sur sa source écrite, il date la grande bataille et la mort du roi Okaïkwe en 1660. Ok, 1660. Sauf que les historiens modernes, en allant fouiller dans les archives européennes, en croisant les sources, ont pu corriger la date. Et la bonne date, c'est 1677. C'est un détail, mais ça montre bien que le récit du roi, aussi puissant soit-il, n'est pas une science exacte. Il y a des imprécisions. Alors, est-ce que ça veut dire que ce livre ne vaut rien, qu'il faut le jeter? Absolument pas. En fait, il faut juste comprendre qu'il nous raconte une autre forme de vérité.
Le point crucial, c'est ça. L'objectif de Fuagbanouin, ce n'était pas l'exactitude scientifique d'un historien. Son but était politique. Rappelez-vous, on est en pleine période coloniale. Son but, c'était de construire une nation, de forger un récit fondateur puissant pour donner à son peuple une histoire commune, une fierté, une raison de se battre. D'ailleurs, l'historien qui a réédité le livre en 1991, Nikwe Loju Gaibor, l'a résumé de façon magnifique dans sa préface. Il a écrit « On y trouve le plaisir du conte, à défaut de la rigueur de l'histoire ». Je trouve que cette phrase dit tout. Donc, au final, la vraie valeur de ce livre, elle est immense. Mais ce n'est peut-être pas comme source sur le XVIIe siècle. Sa vraie valeur, c'est d'être un document exceptionnel sur le XXe siècle. Il nous montre en direct comment on construit une identité, comment on façonne une mémoire collective. C'est un témoignage fascinant sur l'acte même de créer une histoire pour une nation. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus large. Une question qui nous concerne tous, bien au-delà de l'histoire du Togo. Finalement, comment nos propres histoires, nos histoires de famille, nos histoires nationales, sont-elles façonnées par les récits qu'on choisit de se raconter, parce qu'on décide de mettre en lumière, et, peut-être surtout, parce qu'on choisit de laisser dans l'ombre.